je vous présente une fable d'Ésope, qui est un fabuliste de l'Antiquité grecque selon la légende. Georgos kai paides autou, le paysan et ses enfants. Georgostis, un paysan, Mélone, étant sur le point de Kataluein, ton, bion, terminer la vie, à l'article de la mort, sur le point de mourir. Kai bouloménos, et voulant. Tous et autou paidas, les enfants de lui-même, ses enfants. Peiran, expérience. Labein, prendre. Tess Georgias, de l'agriculture, et voulant que ses enfants acquièrent l'expérience de l'agriculture. Proskalesamenos, ayant appelés à lui. Autus, eux, c'est-à-dire les enfants, les ayant appelés à lui. Et fait, dit, leur dit, Paides et moi, enfants miens, mes chers enfants, ego men, moi, à la vérité, aidait déjà, tout biou de la vie. Upexeimi, je suis à la fin, je suis au bout de ma vie, je vais mourir. Humeis, dès, quant à vous, aper, les choses qui précisément. En tei ampeloi, dans la vigne. Moi, par moi. Kekruptai a été caché. Bzetesantes, cherchant. Quant à vous, en cherchant ce qui a été caché par moi dans la vigne, Euresete panta, vous trouverez tout. Oi, ceux-ci, les enfants. Men, à la vérité, donc. Oietentes, pensant. Thesauron, un trésor. Ekei, là. Pou, quelque part. Katoro ruktai, avoir été enfoui. Ceci donc, pensant qu'un trésor y avait été caché quelque part. Passan ten, toute là. Tess en pelou, de la vigne. Gen, terre, toute la terre de la vigne. Meta ten apobiocine, après la mort. Tout patros, du père. Kateskapsan, bêchèrent. Ils bêchèrent toute la terre de la vigne après la mort du père. Kai Tessauroi, et sur un trésor. Men, à la vérité. Ou Perietucone, ils ne tombèrent pas, et ils ne découvrirent aucun trésor. Et des Ampelos, mais la vigne quant à elle. Kalos Scapheissa, bien remué. Polaplationa, très abondant. Ton carpone, le fruit. Anédoken, offrit, mais la vigne quant à elle, bien remuée, rendit un fruit démultiplié. Omutos, la fable. Deloi oti, montre que. O kamatos, le travail. Thesauros esti, est un trésor. Toi anthropois, pour les hommes. Cette fable nous enseigne que le travail est un trésor pour les humains. Cette histoire est assez connue car notre magnifique La Fontaine s'en est inspiré dans Le Laboureur et ses enfants. Dans une autre fable, Le Charretier embourbé,
Il tire cette conclusion devenue proverbe, qui pourrait convenir également ici. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce qui pourrait se dire en latin esto laborator et erit Deus auxiliator. Littéralement, soyez travailleurs et Dieu vous sera une aide, en traduction vouvoyante. Georgos, littéralement le travailleur de la terre, qui donne le prénom Georges en français. Notez que le grec ancien n'écrit pas les articles dans les titres. Georgos Kaipaides Autou, le paysan et ses enfants. Littéralement paysan et enfant de celui-ci. Georgos est formé de deux racines. Gai, la terre, et par extension pays, contrée, c'est un mot féminin, est gai, qu'on trouve dans le texte à l'accusatif, ten gen, passan ten gen, toute la terre. Gai qu'on retrouve dans géographie, écriture de la terre, ou géométrie, mesure de la terre, et ergon, le travail, mot neutre, to ergon, qu'on retrouve en français dans ergonomie, et en grec dans le verbe travailler, ergazomai. Dans Georgos, il y a une modification vocalique, la racine erg devient orgue. Ça arrive également en français, facile devient difficile, et barbe devient imberbe, etc. Donc, Georgos, littéralement le travailleur de la terre, le paysan, le cultivateur, La Fontaine a choisi le laboureur. On peut également traduire par vigneron, puisqu'il est question de la vigne, et ampélos. Georgos est en réalité un adjectif, utilisé ici substantivement comme c'est souvent le cas. Il en va de même en français, un riche, un pauvre, un déséquilibré, ou encore un enseignant, participe présent utilisé substantivement. Georgos, Georgos, Georgon. C'est un adjectif épicène, c'est-à-dire qui a la même forme au masculin qu'au féminin. Androgyne en quelque sorte, mais la grammaire dit épicène. Mais on trouvera surtout ce mot au masculin, au Georgos, et pratiquement jamais au féminin dans les textes classiques, est Georgos, une paysanne, une cultivatrice. Autou est le génitif d'autos, qui correspond en latin à ipse ou idem. Ipse s'il n'est pas enclavé entre l'article et le nom, idem s'il est enclavé. Autos o basileus, ipse rex, le roi lui-même, o autos basileus, idem rex, le même roi. Aux autres cas que le nominatif, il sert de pronom non réfléchi. Autou correspond au latin eius. En latin, on pourrait dire agricola et liberi eius, mais eius, avec la conjonction de coordination et, se dit aussi eiusque, agricola eiusque liberi, ou eiusque filii, ou ipsiusque filii. Donc autou se comporte comme un pronom de rappel, un anaphorique, comme on dit, non réfléchi. L'équivalent réfléchi est eautou, qu'on trouve au début de la fable. Tous eautupaidas, les enfants de lui-même. Eautou est un réfléchi, c'est-à-dire qu'il renvoie au sujet de la phrase. Ici Georgos. La différence est l'esprit rude. Eautou, réfléchi, esprit rude. Même dans des graphies simplifiées sans epsilon initial, auquel cas c'est la deuxième lettre, upsilon, qui prendra l'esprit rude, et autou, non réfléchi, esprit doux. C'est donc l'esprit qui indique si c'est réfléchi ou non. Dans les titres nominatifs, on se contente du non réfléchi, comme en latin agricola iusque filii, littéralement le paysan et les fils de celui-ci.
eius comme autu se rapporte à ce qui précède dans le texte. Tis est ici une particule explétive. On appelle ainsi les mots qui n'ont aucun rôle grammatical, comme en français avant qu'ils ne viennent. La négation ne est explétive. Elle n'exprime rien. On peut dire avant qu'ils viennent sans changement de sens. Comme le grec ancien n'a pas d'article indéfini, un, une, des, il exprime l'indéfini par l'absence d'article, sauf dans les titres de fables où l'article est en réalité sous-entendu. Georgos kai paides autu équivalent à O Georgos kai oi paides autu. C'est le paradoxe des titres. Même si l'agriculteur dont il est question est indéfini, on utilise malgré tout le défini, le laboureur et ses enfants. Ces généralités valent pour le corps du discours. Donc O Georgos, le paysan, mais Georgos tout court, un paysan, ou encore comme dans le texte, Georgos tis. En latin, on pourrait dire agricola quidam, ou encore agricola tout court. Tis se comporte comme un pronom indéfini enclitique, du grec enklitikos, attaché à la suite, ou qui s'appuie sur le mot précédent. En français, les enclitiques sont reliés par un trait d'union. Pouvez-vous, est-ce, allez-y, mangez-en. En latin, l'enclitique se colle au mot précédent. Senatus populusque Romanus. Le Sénat et le peuple romain. La conjonction de coordination que se soude au mot qui précède et se retrouve dans le sigle SPQR. Dans Georgos tis, Georgos est occiton, c'est-à-dire accentué à l'aigu sur sa finale. C'est une des règles d'accentuation du grec ancien. Un mot accentué à l'aigu sur sa finale reste ainsi accentué devant un mot inaccentué, ce qui est le cas de tis dans cette acception. Il existe d'autres mots inaccentués dans cette fable. Moi, par moi, pou, quelque part, esti, est, troisième personne du singulier du présent du verbe être. Sinon il devient baryton, c'est-à-dire avec un accent grave sur sa finale. Comme dans le titre, puisque Georgos est suivi de la conjonction de coordination kai accentuée. Donc un baryton devient occiton devant un mot inaccentué, et réciproquement, un occiton devient baryton devant un mot accentué. C'est ce qui explique que les occitons du dictionnaire restent occitons, car comme il n'y a pas de suite, il n'y a pas de mot accentué non plus. Et il en est de même des mots isolés dans les grammaires du grec ancien. Donc l'absence d'article dans un texte exprime l'article indéfini, ce qui pose parfois un problème d'interprétation, comme par exemple au début de l'évangile de Jean. To kata Iohanen euangelion. To kata Iohanen euangelion. En archei en o logos. Au commencement était le logos. Kai o logos en prostonteon. Et le logos était auprès de Dieu. Kai theos en o logos. Ici, les exégètes traduisent comme s'il y avait o logos en o théos. Et le logos était Dieu, et le verbe était Dieu. C'est-à-dire que d'une part, ils inversent le sujet et l'attribut du sujet, et d'autre part, ils traduisent théos comme s'il y avait o théos. Ils rajoutent l'article o qui ne s'y trouve pas. Littéralement, kai théos en o logos, et un Dieu était le langage. Le verbe, la parole, le logos, mais aussi le raisonnement, on retrouve le début de logique. Les traductions usuelles en français se sont éloignées de l'original grec pour faciliter la compréhension. Mélon, participe présent de mélo, être sur le point de. To mélon, l'avenir. Les temps en o, oméga, font leur participe en on. Oméga nu. On rajoute simplement un nu, mélo, mélone. Donc mélone étant sur le point de, qui se construit avec un infinitif. Ici kataluein, infinitif de kataluo, dissoudre. On construit l'infinitif des temps en o, en remplaçant o, oméga, par ein, epsilon, iota, nu. Kataluo,
kataluein, kata de haut en bas, d'où par extension tout à fait, complètement, et luo, délié, verbe en principe choisi dans les grammaires grecques pour les exemples de conjugaison, donc avec ton bion pour complément d'objet direct, finir la vie. Melon, kataluein, ton bion, littéralement étant sur le point de terminer la vie, donc peu avant sa mort. Boulomenos, participe présent de boulomai, vouloir, donc boulomenos, voulant. Boulomai est un verbe déponent, c'est-à-dire qui a une forme passive mais un sens actif. On a le même type de verbe en latin. C'est une notion connexe à ce qu'on appelle en grammaire grecque le médio-passif, c'est-à-dire que tout verbe peut, au passif, avoir un sens actif. Ça dépend du contexte, alors qu'en latin on a dans ce domaine que les verbes déponents. Les temps en maille font leur participe en menos, boulomai, boulomenos, qui se décline sur le modèle agathos, agate, agathon, qui correspond au latin bonus, bona, bonum. Boulomenos est ici construite avec une proposition infinitive, avec, comme en latin, un sujet à l'accusatif et un verbe à l'infinitif. Le sujet à l'accusatif est tous paidas, les enfants, associé au génitif réfléchi enclavé et autu, tous et autu paidas, littéralement les enfants de lui-même, c'est-à-dire ses enfants, ce qui donnerait en latin filios suos ou liberos suos. Et le verbe à l'infinitif est labein, infinitif aoriste second de lambano, prendre. Par aoriste second, on entend une deuxième manière de présenter l'aoriste. Les aoristes premiers sont en sa, sigma, alpha. Ceux qui ne sont pas en sa sont dits seconds, encore que chaque grammairien ait sa propre présentation de cette question. L'aoriste second de lambano est elabone, à partir duquel on forme l'infinitif aoriste, qui sera donc l'infinitif aoriste second, en enlevant l'augment du passé, c'est-à-dire l'epsilon initial, et la terminaison on, ce qui fait qu'elabone donne le radical aoriste lab, auquel on ajoute le suffixe infinitif ein, d'où labein. Lambanein est l'infinitif présent, labein l'infinitif aoriste, du grec aoristos indéterminé, composé de l'alpha initial privatif et de la racine du verbe orizo, limité, borné. Les récits en grec ancien utilisent souvent l'aoriste, ce qui correspond par exemple au passé simple en français, ou ici au subjonctif imparfait. Boulomenos tous paidas labein, voulant que ses enfants acquissent. Mais on peut se contenter du subjonctif présent, car le français moderne ne respecte pas scrupuleusement la concordance des temps. Voulant que ses enfants acquièrent. Peiran tes Georgias, l'expérience de l'agriculture. Peiran, complément d'objet direct à l'accusatif de labein. Tes Georgias, complément de nom au génitif de Peiran. Remarquez le bêta non initial de labein en face du bêta initial de Boulomenos et de bion. Les grammairiens modernes se refusent en général à faire cette distinction et n'utilisent désormais que le bêta initial, mais si vous tombez sur un livre ancien, par exemple sur l'excellent site Gallica, qui a numérisé de nombreux livres des siècles passés à disposition du public, vous aurez les deux dessins de la lettre bêta. Donc, labein, qui vient de l'aoriste, et labone, bien connu des élèves aimant à rire, du fait de cette plaisanterie hellénico-campagnarde, je n'ai pas pris la ville, ou ils n'ont pas pris la ville, ou qu'est la bonne Pauline. Les aoristes en aune se conjuguent comme des imparfaits, qui ont la même forme à la première personne du singulier,
et à la troisième personne du pluriel. Et la bonne, je prie, ou ils prirent, ou qu'est la bonne, je ne prie pas, ou ils ne prirent pas. En l'absence de contexte, la forme est ambiguë. Proskalesamenos, c'est un mot à rallonge assez difficile à prononcer au début. Proskalesamenos, participe aoriste moyen de proskalo, qui est un verbe contractant eo, appeler à soi. Les deux seuls temps à avoir un participe moyen spécifique sont le futur et l'aoriste. Pour les autres, on prend la forme passive qui sert de forme moyenne, c'est-à-dire une forme passive qui a un sens actif, comme les verbes déponents, où le sujet a un intérêt particulier dans l'action. Pour les verbes en oméga, on prend la racine du verbe, avec sa voyelle contracte pour les verbes contracts, et l'on ajoute le suffixe samenos. Pour kalo, verbe contractant eo, le participe aoriste moyen est kalesamenos. Pour proskalo, c'est proskalesamenos. Proskalesamenos autus, ayant appelé à lui, eux, c'est-à-dire les ayant appelés à lui. Proskalesamenos est un nominatif apposé à Georgos. Autus, accusatif pluriel d'autos, complément d'objet direct de proskalesamenos, qui fonctionne ici comme un pronom de rappel. Autus remplace ici l'accusatif pluriel paidas, ou tous paidas avec l'article. Proskalesamenos tous paidas, ayant appelé à lui les enfants, alors qu'il est à l'article de la mort dans ce contexte. Effet. Imparfait de fémi, dire, qu'on traduit par un passé simple, c'est un imparfait à valeur d'aoriste. Il correspond au latin inquit. Donc ce paysan dit, sous-entendu à ses enfants qu'il a rassemblés autour de lui peu avant sa mort, paides emoi, littéralement enfants miens, c'est-à-dire mes enfants, et plus exactement mes chers enfants, car le grec ancien comme le latin sous-entendent les pronoms adjectifs possessifs quand le possesseur est évident et se déduit du contexte. Donc le fait de le préciser ajoute une connotation, ici affective. En latin paternoster, notre cher père. On se souvient de ces mots dans le De Rerum Natura de Lucrèce, Ennius ut noster cecinit, comme l'a chanté notre cher Ennius, qui est un poète latin dont il ne reste que quelques rares fragments. Paides emoi est ici au vocatif pluriel, d'où la virgule nécessaire juste après, car le vocatif n'appartient pas à la syntaxe. Il est ajouté à la phrase et ne dépend pas du reste. En principe, à quelques rares exceptions près, le vocatif a la même forme que le nominatif. Ce qui est le cas ici, paides emoi aurait pu être le sujet d'une phrase. Emoi, du pronom adjectif emos, émet, émon, mien, qui se décline sur le modèle agathos, agathé, agathon. Bon. Upexeimi, disparaître peu à peu. Ici, on a le verbe à la première personne du présent de l'indicatif, c'est-à-dire tel qu'il apparaît dans les dictionnaires. C'est d'ailleurs ce qui explique que la première personne du présent de l'indicatif est traduite traditionnellement par les grammairiens par un infinitif. Car dans les dictionnaires, c'est le sens global du verbe qui est présenté, bien qu'il soit référencé par la première personne du présent de l'indicatif. En tout cas, cette première personne du présent facilite les recherches. Sinon, il est parfois difficile de retrouver le verbe d'origine modifié par la conjugaison. Ici, upexeimi, littéralement, je sors secrètement, to view de la vie, composé de l'adverbe ou préposition, ici devenu préverbe upo, sous, en dessous, donc discrètement. Aujourd'hui, on pourrait dire à l'anglaise, ex
qui vient de la préposition ek, d'où le génitif, to be, et eimi, qui n'est pas le verbe être, mais aller. Aller à l'extérieur d'eux, peu à peu. To be pexeimi, je sors petit à petit de la vie, ma vie arrive à son terme. Kekruptai, parfait passif de crypto, couvrir, cacher, à la troisième personne du singulier. C'est une des curiosités de la grammaire du grec ancien. Quand le sujet est au neutre pluriel, le verbe se met au singulier. L'exemple officiel des grammaires grecques est en général tazoa trekei, les animaux courent. Tazoa, les animaux, au nominatif neutre pluriel. Trekei, troisième personne du singulier du présent de l'indicatif de treko, courir. Comme si l'on disait les animaux, tout ça dans son ensemble, ça court. Ici, le sujet de kekruptai est le pronom relatif au nominatif neutre pluriel aper, qui est une variante du pronom neutre pluriel a tout court. Aper a pour antécédent panta. Panta a toutes les choses qui, panta aper toutes les choses qui précisément. Panta est à l'accusatif pluriel en tant que complément d'objet direct d'eurecete. Eurecete panta, vous trouverez toutes les choses, aper kekruptai, qui précisément ont été cachées, moi par moi. Eurecete panta aper moi kekruptai, vous trouverez tout ce qui a été caché par moi. Donc à la place de tazoa trekei, on peut créer un nouvel exemple et dire panta kekruptai. Tout a été caché, avec panta au pluriel et kekruptai au singulier. Pour la construction du parfait passif, les grammaires grecques regroupent les thèmes en bêta, pi, phi et pito, comme ici le verbe crypto avec pi et to, car il faut procéder à des aménagements de prononciation. La lettre mu de maille, par exemple, étant difficile à prononcer après bêta, pi, phi et pito. On remplace ces lettres par mu, d'où la terminaison maille avec deux mu à la première personne du parfait passif. Cela concerne les verbes en bêta, comme par exemple tribo, broyer ou frotter. On retrouve cette racine dans triboélectricité, électricité statique obtenue par frottement, ou encore pisotrib, francisation du grec ancien o paidotribes, maître de gymnastique pour les enfants, qui frottait le corps des garçons avec de l'huile d'olive avant les exercices, qui se déroulaient à la palestre, et palaistra, gymnase où les adolescents entre 12 et 16 ans environ pratiquaient la lutte, et palais, la lutte, d'où palaistra. Donc, tribo, exemple de verbe en bêta. Pour les verbes en phi, on peut citer grapho, écrire. On reconnaît la racine graphe dans bien des mots français. Pour les verbes en pi, on peut citer la hypo, lambda, epsilon, iota, accent aigu, pi, oméga, laisser. Et pour les verbes en picto, crypto, caché. On reconnaît le préfixe crypto dans certains mots français, crypto-monnaie par exemple, c'est-à-dire une monnaie virtuelle numérique des réseaux informatiques qui ne passent plus par des banques. De l'argent caché en quelque sorte. Pour ces 4 types de verbes, dont le thème est en bêta, phi, pi ou pito, on aura au parfait passif des terminaisons en maille avec deux mu, psai avec psi, ptai, meta avec deux mu, phté avec phi theta, et pour la troisième personne du pluriel, une circonlocution en ménoi est ici, avec accent aigu sur l'epsilon de ménoi, car l'accent verbal ne remonte pas au-delà de ce suffixe. Il faut donc coller ces terminaisons au radical avec redoublement.
Le radical de tribo sera tétri, donc tétrimaï, tétripsaï, tétriptaï, tétriméta, tétrifté, tétriménoïéici. Le radical redoublé de grapho sera guégra, guégramaï, guégrapsaï, guégraptaï, etc. Le radical de la hypo sera l'élei, l'éleimaï, l'éleipsaï, l'éleiptaï, etc. Et le radical de crypto sera kécru, ce qui donne kécrumaï, kécrupsaï, kécruptaï, forme qu'on rencontre précisément dans le texte, kécruméta, kécrufté, kécruménoïéici. Et d'une manière générale, pour les verbes en bêta, phi, pi et pito, on aura un futur en pso avec psi, un parfait actif en fa avec phi, et un parfait passif en maï avec deux mu. Tribo, tripso, tétrifa, tétrimaï, grapho, grapso, guégrapha, guégramaï, leipo, leipso, léleifa, léleimaï, crypto, crupso, kécrufa, kécrumaï. Si la voyelle qui précède la consonne est un epsilon, il faut s'attendre à une modification vocalique dans le redoublement du radical, et ce pour éviter la répétition du epsilon. Pour le verbe trépo, par exemple, tourner, on aura logiquement trepso au futur, mais le parfait actif sera tétropha ou tétrapha, et le parfait passif tétramaï. Donc vérifiez les formes dans le dictionnaire, surtout en thème, c'est-à-dire quand vous traduisez du français en grec ancien. Vous voyez qu'ici le fabuliste a rompu avec l'aoriste, qui est un temps du passé mais indéterminé. Il a utilisé un parfait, en l'occurrence un parfait passif, ce qui rend l'action plus réelle, ce qui est logique, puisque ce sont des paroles prononcées. C'est le vigneron qui parle à ses enfants. L'aoriste actif de crypto est écrupsa. Les grammaires anciennes le construisaient à partir du futur. On rajoute l'augment et l'on remplace l'oméga par alpha. Le futur de crypto est crypso, donc l'aoriste actif est écrupsa. Mais ici le verbe est au passif, et l'aoriste passif est écruften, ce qui donne écrufté à la troisième personne du singulier. Écruften, écruftes, écrufté, écruftemen, écruftete, écruftesan. Donc le poète a logiquement choisi le parfait passif qui est cryptaï, et non pas l'aoriste passif écrufté. Zetesantes, participe aoriste de zeto, chercher, verbe contractant eo. L'aoriste de zeto est etzetesa, aoriste sigmatique, d'où le participe aoriste zetesas, ce qui donne au génitif zetesantos et au pluriel zetesantes. À partir de zeto, chercher, on a l'adjectif zetetikos, qui aime à chercher ou qui est apte à rechercher, d'où les zététiciens qui ont récupéré cette racine grecque pour se désigner. La zététique se présente comme l'art du doute. Elle doute de tout sauf de ce dont il est interdit de douter, de peur de toucher au point Godwin, qui est une sorte de reductio ad Hitlerum. Donc méfiez-vous de ces cartésianismes à géométrie variable savamment dénommés, ça cache souvent une soumission au système en place. Eurecete, deuxième personne du pluriel du futur du verbe eurisco, trouver. Le futur d'eurisco est eureso. On retrouve le sigma propre au futur et à l'aoriste, d'où l'expression des grammairiens futur sigmatique. Il suffit d'ajouter les désinences primaires au radical, o, eis, ei, omen, été, aussi, ou sin, pour obtenir le futur.
avec un nu euphémistique facultatif à la troisième personne du pluriel. Ce type de nu euphonique évite un hiatus avec un mot commençant par une voyelle, comme en français quand on dit par exemple si long plutôt que si on, avec un L euphonique. Il est souvent utilisé sans être obligatoire. On le trouve également en fin de phrase. Donc, eureso, eureseis, euresei, euresomen, euresete, forme qu'on rencontre dans le texte, euresouci ou euresoucine. Le parfait d'eurisco est eureka, j'ai trouvé, qui a été francisé en français en eureka. Donc on comprend la structure de la phrase. Humeis, vous, au nominatif. Le grec ancien comme le latin n'utilise les pronoms personnels que pour insister. Donc on peut traduire par quant à vous. Zetesantes, ayant cherché. Zetesantes est un nominatif pluriel apposé à humeis. Humeis, zetesantes, quant à vous, après avoir cherché. Euresete panta, vous trouverez tout, c'est-à-dire toutes les choses, panta est au pluriel. D'aper, l'epsilon de la particule D est ici élidé devant le pronom relatif aper. Cette particule exprime une sorte d'opposition avec ce qui précède. Moi, je suis mourant, mais vous, au contraire. Zetesantes, après avoir fait des recherches. Euresete panta aper moi qui cryptai, vous trouverez tout ce qui a été caché par moi, entei ampeloi, dans la vigne. L'élision de la particule D n'est pas obligatoire, c'est simplement une tendance. Par la suite on dira de ampelos, mais la vigne de son côté, où cette même particule n'a pas été élidée, sans doute pour isoler le substantif ampelos, qui est un mot central de la fable. On évite ainsi de le combiner avec un autre élément pour le mettre en valeur, d'autant plus qu'il est au nominatif. Oietentes, participe aoriste du verbe oio, penser, omicron iota espredo accent aigu oméga, verbe constitué de 3 voyelles, omicron iota oméga, mais qu'on rencontre surtout au moyen, oiomai ou oimai. Présumer, avoir le pressentiment, croire. Qui fait à la aoriste oieten, oméga iota souscrit esprit doux eta accent aigu theta eta nu, d'où le participe aoriste oieteis, omicron iota esprit doux eta, et la terminaison teis qui caractérise l'aoriste moyen, theta epsilon iota accent aigu sigma final, d'où au génitif oietentos et au pluriel oietentes. Oietentes est un nominatif pluriel apposé au sujet oi. Oi, sous-entendu paides, oietentes, les enfants pensants. Mais le substantif paides ne s'y trouve pas, on n'a que l'article pluriel oi, oi, oietentes, ceux-ci pensant. Oietentes introduit ici une proposition infinitive, donc, comme en latin, sujet à l'accusatif et verbe à l'infinitif. Le sujet à l'accusatif est thesauron, oietentes thesauron, pensant qu'un trésor, et le verbe à l'infinitif est katoroructai, avoir été caché. Oi oietentes thesauron katoroructai, ceci pensant qu'un trésor avait été caché. C'est la deuxième proposition infinitive de ce texte. La première avait été introduite par Bouloménos, avec pour sujet à l'accusatif tous paidas, les enfants, et pour verbe à l'infinitif, l'abein, prendre. Ici, c'est oietentes qui introduit la proposition infinitive, avec pour sujet thesauron, et pour verbe katoroructai. Katoroructai qui est l'infinitif parfait passif de katorusso, ou, en attique,
katoruto, enfouir. Il est fréquent que 2 sigmas en ionien donnent 2 to en attique. Par exemple, la mère se dit talata, mais le français a récupéré la forme ionienne dans thalassothérapie. Parfois il utilise l'un et l'autre. La langue se dit glossa ou glotta. On a la forme attique dans polyglotte et la forme ionienne dans glossaire. Katoruso est composé de kata ou kato qui signifie de haut en bas, souvent dans le sens de complètement, et oruso ou en attique oruto, creuser, fouiller. L'infinitif parfait passif se caractérise par le redoublement et la terminaison taille, theta alpha iota. Pour un verbe en oméga pur, par exemple luo, le parfait passif sera l'élegmai, l'élexai, l'électai, l'élegmeta, l'électé, et le tour périphrastique, l'élegmenoieisi, pour la 3e personne du pluriel. Et l'infinitif parfait passif est l'électai. Kateskapsan, 3e personne du pluriel de l'aoriste de kataskapto. Détruire de fond en comble, avec de nouveau le préverbe kata de haut en bas, associé à skapto, creuser le sol pour ensemencer, sarcler, fouiller, etc. L'aoriste donne eskapsa, l'ajout d'un nu donne la 3e personne du pluriel, donc eskapsan, d'où kateskapsan. L'alpha final du préverbe kata est remplacé par l'augment. Donc, kateskapsan, ils fouillèrent. Kateskapsan a pour sujet oi, c'est-à-dire oi paides, les enfants. Les enfants fouillèrent de fond en comble. Passantengen, toute la terre. Tesampelu, de la vigne. Meta ten apobiosintu patros. Après la mort du père, on constate une accentuation inattendue d'apobiocine, puisque l'oméga étant une voyelle longue, l'accent aigu sur l'iota se trouve en 4e position, ce qui contredit la loi de l'imitation, qui limite l'accentuation à l'antépénultième syllabe. La raison en est qu'il y a eu un allongement tardif de l'omicrone, devenu oméga. Vous voyez au début du texte bion, la vie, ton bion, à l'accusatif, avec l'accent aigu sur l'iota. Dans apobiosis, ici à l'accusatif apobiocine, l'accent aigu sur l'iota s'est maintenu malgré l'allongement du omicrone en oméga. Et apobiosis, la mort. Apo, loin de, à l'écart. Donc, loin de la vie. O-bios, vie, existence. D'où la publicité bio qu'on trouve dans certains commerces. La mort se dit aussi thanatos, mot masculin, o thanatos. On aurait pu avoir métaton thanaton après la mort. Notez que le génitif tout patros n'est pas enclavé, métaten apobiocine tout patros, après la mort du père. L'enclave n'est pas obligatoire, elle est très pratique dans certains cas pour éviter les ambiguïtés. La seule chose qui importe est que l'article et le substantif au génitif soient soudés. Précédemment, le génitif était enclavé, passan ten tesompelugen. Ici, l'on aurait pu avoir métaten tout patros apobiocine. Perietucone, 3e personne du pluriel de l'aoriste second de Perituncano, rencontré par hasard, qui se construit avec un datif, ici Thesauroi, avec iota souscrit sous l'oméga final qui a la marque du datif. On reconnaît la 2 verbes et prépositions, ici utilisés comme préverbe, péri, autour de, et tuncano, rencontré, dont l'aoriste second est etukone, qui correspond comme les imparfaits à la 1re personne du singulier ou à la 3e personne du pluriel. Etukone, j'ai rencontré ou ils rencontrèrent. Vous voyez que l'iota final de péri se maintient.
il ne s'élite jamais devant un augment. D'où Perrier-Tucone, j'ai rencontré par hasard, ou ils rencontrèrent par hasard. Le sujet de Perrier-Tucone est sous-entendu, c'est le même que précédemment, c'est-à-dire oi paides, les enfants. Ou Perrier-Tucone thesauroi, ils ne tombèrent pas sur un trésor. Thesauroi n'a pas d'article, donc ça correspond à l'article indéfini. De même que précédemment, oietentes thesauron katoruruktai, pensant qu'un trésor avait été enseveli. Scapheissa, participe aoriste second de scapto, creuser, fouiller. On a rencontré précédemment katescapsan, aoriste de katascapto. C'est le même verbe avec le préverbe kata. Scapto donne à l'aoriste second escaphen. On reconnaît l'augment et la transformation en phi des verbes en pito. À partir d'escaphen, on a le participe aoriste second scapheis, d'où scapheissa au féminin. Accent aigu au masculin scapheis, accent circonflexe au féminin scapheissa. Scapheissa est au nominatif. Ce participe qualifie ampelos. Et ampelos, kalos, scapheissa. Kalos, littéralement bellement. De kalos, beau, racine qu'on retrouve en français dans calligraphie, belle écriture manuscrite, à partir de l'adjectif kalos avec un omicron. On crée l'adverbe kalos avec un oméga, ce qui provoque le recul de l'accent aigu. Kalos adjectif, accent aigu sur omicron. Kalos adverbe, accent aigu sur alpha. Kalos donc littéralement bellement, c'est-à-dire bien. Et ampelos, kalos, scapheissa, la vigne bien remuée. Polaplationa, accusatif masculin singulier de polaplation. Littéralement plusieurs fois aussi grand ou plusieurs fois aussi nombreux. Cet adjectif qualifie ton carpone, le fruit. Il existe un dual pour cet adjectif, polaplasios. On aurait donc pu avoir polaplation ton carpone. Polaplation avec recul de l'accent aigu sur l'alpha qui précède. Sinon, polaplationa comme écrit dans le texte, avec accent aigu sur l'iota. Anédoken, troisième personne du singulier de l'aoriste du verbe anadidomi. Littéralement lever le bras pour donner, tendre. Didomi, donner, ana, en haut. Anadidomi fait anédoka à l'aoriste, d'où anédoke ou anédoken à la troisième personne du singulier, avec un UFL cystique facultatif devant voyelle, ou comme ici en fin de phrase. Comme dans l'Antiquité tous les mots étaient collés sans ponctuation, ce nu euphonique peut aussi s'expliquer par la voyelle qui suit dans le texte, omutos. Le sujet d'anédoken est ampelos, la vigne. Est ampelos anédoken, la vigne rendit. Ton, carpone, polaplationa, son fruit démultiplié, puisqu'elle avait été kalos, scapheissa, bien remuée, les enfants ayant cru qu'un trésor s'y trouvait caché. Déloi, présent de délo, montrer, verbe contracte en o, omicron oméga. Le sujet de déloi est omutos, la fable. Omutos deloioti, cette fable montre que, o kamatos thesauros esti, le travail est un trésor, tois anthropois, pour les humains. Vous voyez que thesauros n'a pas d'article, un trésor. Comme précédemment, thesauroi ou Perrier-Tucone, sur un trésor ils ne tombèrent point, ils ne trouvèrent aucun trésor, et un peu avant, oietentes thesauron katoruruktai, ceux-ci pensant qu'un trésor avait été enseveli.
Thesauros avec un accent aigu sur la finale, donc occitan, car esti est un enclitique inaccentué. De même Georgos au début du texte, devant tis. Esti ou estine peuvent recevoir accidentellement un accent sur leur finale, mais n'ont pas d'accent propre en tant qu'enclitique. De toute façon, l'accentuation verbale est récessive, c'est-à-dire que l'accent remonte le plus loin possible jusqu'à l'antépénultième syllabe. Donc si la forme esti se trouve être accentuée en tant que verbe, elle le sera sur la première syllabe, sur l'epsilon initial, et non sur l'iota final, qui est la preuve d'une accentuation accidentelle. Pour plus de détails sur les problèmes d'accentuation, je vous renvoie à mes autres vidéos de grec ancien, dont vous trouverez la playlist en description de cette vidéo. Cette explication montre qu'en réalité le plus difficile sont les formes verbales. Il faut arriver à remonter à la racine et bien décortiquer les combinaisons. Je termine cette vidéo par un bref tour d'horizon sur les déclinaisons. Nous avons au nominatif singulier Georgos dans le titre, Georgos tismelon, Boulomenos, Proskalesamenos, Ego, Ampelos, Scapheisa, O Mutos, O Kamatos, Thesauros. À l'accusatif singulier ton bion, Peiran, Thesauron, Passan ten apobiosin, Polaplationa ton carpon. Au génitif singulier autu dans le titre, et autu, tes Georgias, tu biu, tes ampelou, tu patros. Au datif singulier, tei ampeloi, moi, thesauroi. Au nominatif pluriel paides dans le titre, humeis, zetesantes, oi, oietentes. À l'accusatif pluriel tous paidas, autus, panta. Et au datif pluriel tois anthropois. Il reste le vocatif pluriel paides et moi, dont la forme serait la même au nominatif pluriel. Il n'y a pas de génitif pluriel dans cette fable. Tout le reste sont des formes verbales ou des particules non associées à des déclinaisons. Kai, cataluein, labein, effet, men, ede, upexeimi, de aper, sous la forme d'aper, en, quecruptai, eurecete, un, ekei, pu, catororictai, meta, catescapsan, ou, de, kalos, anedoken, deloi, oti, esti. Je m'en remets à votre génie littéraire pour traduire cette fable en français ou en latin, voire la transformer à votre manière sous quelque forme que ce soit.